Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Comprendre le Moyen-Orient. Comprendre le Moyen-Orient. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Mamdouh Nayouf, vers le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient, 2014. Hillel Cohen, Les Palestiniens face à la conquête sioniste, 1917 à 1948. Traître ou patriote, 2014. Pierre Jacquet, L'État palestinien face à l'impuissance internationale, 2013. Firouzeh Nahvandi, L'Iran dans le monde, 2013. Aline Korban, L'évolution idéologique du Hezbollah, 2013. Sami Dorlian, La mouvance zaïdite dans le Yémen contemporain, 2013. Gamal Albanna, L'islam, la liberté, la laïcité et le crime de la tribu des îles nous a été rapporté, 2013. Daniel Clervaux, Iran, la contre-révolution islamique, 2013. Naïm Stifanetek, Le cri d'un chrétien palestinien pour la réconciliation. Pour une théologie palestinienne de la libération, 2013. Céline Lebrun, Julien Salingue dire, Israël un état d'apartheid? Enjeux juridiques et politiques, 2013. Pierre Guillossou, La Palestine contemporaine, des Ottomans aux Israéliens, 2013. Mohammad al-Subaïe, L'idéologie de l'islamisme radical. La nouvelle génération des intellectuels islamistes, 2012. Didier Leroy, Hezbollah, la résilience islamique au Liban, 2012. Hassan Diab el-Araqi, République islamique d'Iran, quel pouvoir pour le peuple, 2012. Alice Poulot, à Damas sous les bombes, Journal d'une Française pendant la révolte syrienne 1924 à 1926, 2012. Avant-propos. Le commencement de l'élaboration critique et la conscience de ce qu'on est réellement, un connais-toi toi-même, conçu comme produit du processus historique qui s'est jusqu'ici déroulé et qui a laissé en chacun de nous une infinité de traces reçues sans bénéfice d'inventaire. Cette citation d'Antonio Gramsci résume comme nul autre le parcours personnel de l'auteur. Parmi les traces reçues, nous ne pouvons ignorer 5 séjours en Cisjordanie, dont 3 dans les camps de réfugiés palestiniens d'Aïda, de Balata et de Deïché. Une démarche qui, bien qu'elle se situe du côté du droit international, de la justice et de la paix, peut être jugée à bien des égards partisane. Conscient de centrer l'étude sur l'un des conflits les plus archivés, cartographiés, documentés et passionnés au monde, une passion souvent sincère, parfois nauséabonde, l'auteur entend s'extraire ici de toute distorsion, exagération, occultation de faits. Indéniablement, il existe un risque d'être guidé uniquement par l'émotion. L'enjeu étant de s'en échapper, en n'obéissant qu'à la recherche sérieuse de documentation, son étude, sa critique objective et sa mise en perspective. Partant de ce principe, cette recherche s'est attelée par nécessité à sortir d'un cadre d'analyse où Israël serait vu comme la seule démocratie du Proche-Orient, ou à l'inverse celui d'un pays homogène de colonisateurs. Il ne faut pas oublier que nous sommes, comme disait Édouard W. Saïd, tous acteurs d'une grande lutte, puisque la Terre constitue de fait un seul monde, où il n'y a pratiquement pas d'espace vide et inhabité. De même qu'aucun d'entre nous ne se trouve hors de la carte ou au-delà, nul n'est entièrement étranger à la lutte dont elle est l'enjeu. Bataille complexe et captivante, car elle ne se livre pas seulement avec des soldats et des canons mais aussi avec des idées et des formes, des images et de l'imaginaire. Cette étude s'inscrit dans l'analyse d'une histoire pouvant être qualifiée d'immédiate ou du temps présent. Véritable segment de l'historiographie, l'histoire du temps présent suscite de manière récurrente des conflits de définition, voire de légitimité, à l'inverse des autres champs tels qu'antiques ou médiéval. L'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS possède néanmoins une unité de recherche consacrée à notre champ historiographique EA. Ce champ désigne l'étude des rapports entre passé et présent, analyser l'influence de l'histoire sur le moment présent, s'intéresser à une séquence temporelle pour laquelle existent des acteurs vivants. Mes premiers remerciements vont à Valérie Pouzol, directrice de recherche de ces travaux, pour sa bienveillance, ses conseils et son suivi. À mes parents et ma famille. À Isabelle Avran, Éléonore Merza, Mehdi Rahem et Dominique Vidal pour leurs appuis, corrections et relectures. Sherazade Bekrar et Meriem Bouafs pour leur présence et leur soutien.
à celles et ceux qui peut-être, sans le savoir, ont permis l'aboutissement et la publication de cette étude. Une pensée toute particulière à mes amis, palestiniens et israéliens, héros au quotidien. Préface. Par Dominique Vidal. La thèse selon laquelle l'Holocauste ne serait qu'une fabrication des sionistes circule ici et là de manière inacceptable. Pourquoi attendons-nous du monde entier qu'il prenne conscience de nos souffrances en tant qu'Arabes, si nous ne sommes pas en mesure de prendre conscience de celles des autres, quand bien même il s'agit de nos oppresseurs, et si nous nous révélons incapables de traiter avec les faits dès lors qu'ils dérangent la vision simpliste d'intellectuels bien-pensants qui refusent de voir le lien qui existe entre l'Holocauste et Israël. Dire que nous devons prendre conscience de la réalité de l'Holocauste ne signifie aucunement accepter l'idée selon laquelle l'Holocauste excuse le sionisme du mal fait aux Palestiniens. Au contraire, reconnaître l'histoire de l'Holocauste et la folie du génocide contre le peuple juif nous rend crédibles pour ce qui est de notre propre histoire. Cela nous permet de demander aux Israéliens et aux Juifs d'établir un lien entre l'Holocauste et les injustices sionistes imposées aux Palestiniens, établir un lien et du même coup le mettre en cause pour ce qu'il recouvre d'hypocrisie et de déviation morale. Cette réflexion du grand intellectuel palestino-américain Edward W. Said n'a pas d'équivalent israélien. On ne saurait mieux résumer, sur le plan de la mémoire, le déséquilibre qui fonde le rapport entre les deux peuples en conflit. Curieusement, ceux-ci ont choisi pour qualifier leur traumatisme respectif deux mots qui, l'un en hébreu, Shoah, et l'autre en arabe, Nakba, signifie catastrophe. Pas question bien sûr de tracer un signe d'égalité entre un des pires génocides de l'histoire et une expulsion, même massive. Mais ces deux blessures, toujours ouvertes, n'en constituent pas moins une des composantes majeures de leur identité. Et ils en souffrent d'autant plus que ces tragédies ne sont pas reconnues, les Palestiniens aujourd'hui comme les Juifs autrefois. C'est dire toute l'importance de ceux qu'on appelle les nouveaux historiens israéliens, et que je me suis efforcé de faire connaître, en 1998, avec mon livre Le péché originel d'Israël. Leur irruption dans le débat historiographique et politique a fait grand bruit. Et pour cause, 40 ans après les événements, ils ont, grâce à l'ouverture des archives israéliennes, confirmé pour la première fois l'essentiel de la version palestinienne de ce qui s'était passé alors. Non pas la fuite, mais l'expulsion, souvent manu militari et au prix de nombreux massacres, des 4/5 des Arabes de Palestine, qui se sont vus ensuite interdire le retour au pays en violation du droit international ratifié par Israël. Autrement dit, ces historiens ont tous reconnu la Nakba, même si les uns y voient un produit de la guerre, Benny Morris, là où d'autres dénoncent une épuration ethnique, Ilan Pappé. Certes, depuis la fin des années 1980, beaucoup d'eau, hélas, a coulé sous les ponts du Jourdain. L'opinion israélienne a connu, et connaît un processus de radicalisation à droite, sur fond de pensée victimaire, de propagande et comme dans bien d'autres pays, d'absence d'alternative. Mais l'acquis des nouveaux historiens n'a pas disparu pour autant, au contraire. Il a pénétré profondément dans les universités, les médias, la culture et la création artistique. Si bien qu'aujourd'hui il irrigue à la fois les milieux intellectuels et militants, avec notamment le travail remarquable de l'association Zohrot, qui cultive la mémoire de la Nakba. Nous Français, sommes bien placés pour savoir qu'une minorité agissante, comme les porteurs de valises durant la guerre d'Algérie, peut mettre en mouvement des forces qui bientôt les dépassent. L'enjeu est de taille. Si la construction d'une paix durable passe, tout le démontre désormais, par une intervention vigoureuse de la communauté internationale, elle suppose aussi que les deux peuples l'acceptent et s'y engagent. Et l'une des conditions est qu'ils connaissent et reconnaissent leurs blessures respectives. Voilà, brièvement résumé, ce qui fait l'intérêt du livre remarquable que Thomas Vescovi a tiré du mémoire de master qu'il a brillamment soutenu en juin 2014 à l'Université Paris 8, sous la présidence de Jean-Paul Chagnolot, Éléonore Merza et Valérie Pouzol. Si la richesse de la matière explique cette réussite, celle-ci doit aussi beaucoup aux qualités de ce jeune auteur. À 24 ans, cet étudiant s'est profondément investi dans sa recherche, qu'il a prolongée sur place, avec sérieux et empathie. Mais le plus frappant est que, militant de la cause palestinienne, il a su prendre la distance nécessaire avec ses convictions pour faire primer la vérité dans toutes ses nuances. Il est vrai que, comme l'écrivait Antonio Gramsci, seule la vérité est révolutionnaire. Dominique Vidal, journaliste et historien.
Introduction. Le 23 mars 2011, la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé, par 37 voix contre 25, l'amendement d'une loi sur le budget permettant à l'État d'Israël de ne plus subventionner les associations qui, le jour de la fête nationale, commémorent le départ forcé des Palestiniennes en 1947 à 1949, que ces derniers nomment Nakba. 63 ans plus tôt, le 29 novembre 1947, à la majorité requise des 2/3, 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, l'Assemblée générale des Nations unies adopte le plan de partage du mandat britannique sur la Palestine. La résolution 181 accorde 55,5% des terres à un État juif, composé de 599 000 juifs et 438 000 arabes. Les juifs représentent à l'époque 32% de la population totale et détiennent environ 7% des terres. L'État arabe obtient 45,5% des terres et compte 818 000 arabes et moins de 10 000 juifs. Un corpus separatum est prévu pour Jérusalem et les lieux saints. L'agence juive accepte le partage, que les États arabes refusent. Des heurts éclatent le soir même de la décision entre les différentes communautés. Pour les Palestiniens, l'idée de partage est inconcevable, et ils maintiennent leur revendication d'un État unique pour toutes les communautés présentes de la Méditerranée au Jourdain. Du côté juif, l'acceptation n'est pas un fait accompli. 2 mois avant la résolution, David Ben-Gourion, président de l'agence juive, déclare à des représentants de l'ONU être disposé à accepter la création d'un État juif sur une partie significative de la Palestine, sans renier à son droit sur toute la Palestine. En privé, il se montre d'autant plus pragmatique et affirme qu'après avoir établi leur État, les sionistes annuleront le partage et s'étendront sur tout le territoire d'Israël. Affirmation réitérée dans une lettre à son fils. Un État juif dans une partie de la Palestine n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Un territoire nous permettra ensuite de mettre plus facilement la main sur la totalité de la Palestine, fera effet de levier. Le 14 mai 1948, le Conseil national juif proclame à Tel Aviv l'indépendance d'Israël. Les troupes de Sixa de ses voisins arabes entrent en Palestine. Selon l'historien français Maxime Rodinson, les armées arabes n'avaient pas de volonté massive d'intervention. Ils mobilisent leurs armées suite à une pression des mouvements nationalistes arabes. Depuis le début des hostilités, ils tenaient conférence sur conférence, et très peu semblaient disposés à s'engager profondément sur la question palestinienne. Ils espéraient qu'une simple démonstration de force ferait capituler Israël, et que des négociations s'enclencheraient. L'État juif, mieux préparé, soutenu matériellement par l'URSS, est supérieur à la fois quantitativement et qualitativement. Il sort vainqueur et augmente son territoire d'1/3, annexant la Galilée, le Negev et une partie de la Cisjordanie. Le reste de cette dernière est annexé par le royaume de Transjordanie, tandis que l'Égypte occupe la bande de Gaza. L'État arabe est mort-né, près de 750 000 Palestiniens ont dû prendre le chemin de l'exil, et 150 000 Arabes demeurent dans le territoire qui forme Israël. Comme toujours, le vainqueur écrit l'histoire. Le récit officiel diffusé par l'État d'Israël domine. Les Palestiniens ont quitté leurs terres à l'appel de leurs dirigeants et des États arabes, en attendant de revenir triomphalement et de jeter les Juifs à la mer. Les nouveaux historiens et les 6 points de discorde. En 1978, les archives israéliennes traitant de la création du pays commencent à s'ouvrir. Il faut attendre 10 ans pour que les premiers livres soient publiés. Un groupe d'historiens fait son apparition, et chacun d'eux aborde un pan précis du conflit. Benny Morris, leur précurseur, sort en 1987 son premier ouvrage, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, où il évoque l'origine des réfugiés palestiniens. Suit l'étude de Sima Flapan, The Birth of Israel la même année, puis celle d'Avishlaim et d'Ilan Papé. Le premier aborde la collusion entre l'agence juive et le royaume de Transjordanie, tandis que le second se concentre sur la politique de la Grande-Bretagne, l'État juif et la Nakba n'étant pour lui que les fruits de la politique sioniste britannique. Benny Morris parle de départs volontaires, mais aussi d'expulsions et de quelques massacres, tandis que d'autres, au fur et à mesure que les archives s'ouvrent, évoquent un nettoyage ethnique en France,
Les travaux de ces nouveaux historiens sont diffusés notamment par Dominique Vidal avec Le péché originel d'Israël et Ilan Greilzamer avec La nouvelle histoire d'Israël, tous deux publiés en 1998. Ce nouvel apport historiographique est sans appel. Des expulsions ont bien eu lieu en 1948. Selon Benny Morris, confirmé par Sima Flapan, sur près de 500 villages arabes situés en zone israélienne, 350 furent incendiés, dynamités tout de suite après le départ forcé des habitants. Si nous entrecoupons les travaux les plus complets et récents, à savoir ceux de Noga Kadman, Walid Ralidi et Salman Abou Sita, 685 localités furent dépeuplées partiellement ou totalement. 70 cas de massacres sont relevés. 78% de la Palestine originelle furent occupés par les troupes juives, et le nombre de réfugiés palestiniens serait de 805 000. Parmi eux, 10% de classes aisées auraient fui volontairement avant le déclenchement des combats. Ces départs donnent à Israël un butin de 300 000 hectares de terre, 73 000 habitations, 8 700 boutiques et près de 5 millions de livrets A. Avi Shlaim expose le travail des nouveaux historiens en 6 principaux axes. La politique de la Grande-Bretagne du 29 novembre 1947 au 14 mai 1948, date de son départ de Palestine. La balance militaire, la question des réfugiés, les relations entre Israël et le royaume de Transjordanie, les motivations de la guerre de 1948, le refus de la paix offerte par Israël. Nous allons brièvement les résumer ci-après. L'historiographie dominante affirme que les Britanniques ont armé secrètement les Arabes et tentaient de les coordonner, notamment avec le roi Abdallah de Transjordanie, qui fut motivé à envahir la Palestine dès le départ de la puissance mandataire. Ernest Bevin, ministre des Affaires étrangères du Premier ministre Clément Attlee, aurait été à la tête de ce complot. À l'inverse, l'historien Ilan Pappé résume la politique britannique en 2 mots: Grande Transjordanie. Si la Palestine est partagée, la région destinée à l'État arabe doit être rattachée à la Transjordanie. Cette volonté s'explique par l'hostilité des Britanniques à l'égard du grand mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale revient de Berlin où il a supervisé pendant 2 ans 2 divisions SS musulmans ESB. Ils craignent que l'État arabe s'assimile à un État mufti. En février 1948, par pragmatisme, Bevin prend acte de la création d'un État juif. Il offre à Abdallah, surnommé le Petit Roi de Bevin par les fonctionnaires du ministère, la possibilité d'agrandir son royaume par la conquête de la Cisjordanie. Le 7 février 1948, un accord est passé entre Bevin et Taoufik Abu-Leda, Premier ministre de Transjordanie, concernant le déploiement de la Légion arabe en Palestine dès le départ des troupes britanniques. L'accord implique de ne pas s'attaquer à la zone que l'Organisation des Nations Unies, ONU, attribue aux Juifs. L'État d'Israël parle de la victoire de 1948 comme d'une guerre désespérée, coûteuse et héroïque. Un remake de David contre Goliath, le petit État juif faisant face à des millions d'Arabes. Une victoire synonyme en somme de miracle. Les nouveaux historiens ne reviennent pas sur le fait que le Yitshuv, la communauté juive de Palestine, paya un lourd tribut de la première guerre israélo-arabe, avec la mort de 6 000 personnes, 4 000 soldats et 2 000 civils, ni sur l'héroïsme des combattants juifs. À la veille du conflit, le Yitshuv comptait moins de 600 000 âmes pour 1 200 000 Palestiniens et environ 40 millions de voisins arabes. Il faut prendre en considération que le 12 mai 1948, la Haganah déclare avoir 50% de chances de gagner, et qu'au moment de l'attaque des armées arabes, un véritable sentiment de faiblesse et de vulnérabilité saisit la population juive. Les 3 premières semaines de combat, qui prennent fin le 11 juin avec la première trêve, mettent à mal le Yitshuv qui pense jouer sa survie. Il disposait malgré tout d'avantages. Mieux préparé et mieux organisé, la Haganah devient force de défense d'Israël, IDF, le 31 mai et mobilise ses réservistes, majoritairement occidentaux. La centralité du commandement juif, et les courtes lignes de communication, permettent à l'armée juive d'agir vite et avec beaucoup de mobilité. À la mi-mai, les armées arabes comptaient près de 25 000 hommes contre 35 000 pour l'IDF qui parvient à mobiliser 65 000 hommes à la mi-juillet, 90 000 en septembre et enfin 96 000 en décembre. Un taux de croissance impossible pour les forces arabes.
Par ailleurs, en dépit d'un embargo imposé par l'ONU, Israël a obtenu, durant la trêve, du matériel militaire européen via la Tchécoslovaquie. La balance s'est donc renversée et comme souvent le plus fort a gagné. Avi Shlaim affirme qu'en novembre 1947, un accord non écrit fut conclu entre le roi Abdallah de Transjordanie et l'agence juive au terme duquel ils se partageraient la Palestine après la fin du mandat britannique, et n'opposeraient pas leurs combattants dans la guerre qui s'annonçait. De novembre 1947 à mai 1948, Golda Meir rencontre à 2 reprises le roi Abdallah. Il semble fondamental de sortir d'une vision bipolaire, où un monde arabe uniforme et implacablement hostile affronterait les Juifs. Les dirigeants arabes n'étaient d'ailleurs pas unanimes sur la manière d'agir, certains souhaitant privilégier le dialogue. Une partie des défenseurs de l'historiographie officielle admettent l'existence d'un accord, mais affirment qu'il a été rompu au moment critique de la guerre. Shabtai Teves, historien israélien, bouclier sans faille du narratif officiel, maintient qu'il n'y a eu aucun accord. Pour Avi Shlaim, ce dialogue revêt une curieuse forme puisqu'il a duré 30 ans clandestinement, focalisé sur un rival commun, et de l'argent est passé de main en main. Bien que les relations ont été interrompues de mai à août 1948, phase offensive de la guerre, il convient de les analyser sur un long terme. Alors, partenaires stratégiques, alliance contre nature, deviennent des termes plus appropriés que dialogue. Les deux ont agi suivant leurs propres intérêts, et même si de violentes batailles ont eu lieu, l'armée transjordanienne a limité son avancée. La première guerre israélo-arabe est décrite dans l'historiographie officielle comme une attaque arabe visant à jeter les Juifs à la mer. Il est vrai que tous les États arabes ont refusé le plan de partage. 6 armées régulières se sont engagées contre Israël, renforcées par la Ligue du Mufti du Jaysh al-Jihad al-Muqaddas, et des bataillons de volontaires coordonnés par le Syrien Fawzi al-Kawakchi. Cependant, il faut noter que le roi Abdallah tenait entre ses mains le commandement de la majorité des forces armées, raison pour laquelle il est perçu, après la guerre, comme un paria par la Ligue arabe. Les forces arabes n'avaient aucun plan d'action, et leur incapacité à se coordonner diplomatiquement et militairement est un facteur de leur catastrophe en Palestine. De plus, leurs interventions ne se sont faites en grande partie que sous la pression des peuples. Elles n'avaient pas pour objectif de venir secourir les Palestiniens. Chaque État agissait par égoïsme national, uniquement guidé par ses propres intérêts. Selon le récit officiel, la paix d'après-guerre fut impossible à cause de l'intransigeance arabe. La réalité est plus complexe. Dès septembre 1948, des négociations sont proposées sur la question des réfugiés et des frontières. Le roi Abdallah propose la paix et un retrait de certains territoires contre un corridor terrestre et un accès à la Méditerranée. Le président syrien Husni Zaïm offra même en 1949 une paix totale avec échange d'ambassadeurs, relations économiques, installation immédiate de 300 000 réfugiés en Syrie, et ajustement des frontières autour du lac de Tibériade. Le roi Farouk d'Égypte propose une cession de la bande de Gaza et d'une partie du Sinaï, contre la paix et la reconnaissance d'Israël. Les dirigeants arabes ont su faire preuve de pragmatisme, assumant que le premier qui négocierait avec Israël obtiendrait les meilleures conditions. Ben Gourion ne voulait pas de paix, mais un statu quo. La paix engage des concessions, notamment territoriales, qu'Israël refusait. L'armistice, maintenant les armées en faction, est préféré pour la sécurité, la stabilité et la reconnaissance de fait. Si Avi Shlaim distingue 6 axes majeurs de révision, cette étude entend se pencher sur le seul et unique point des réfugiés palestiniens, dont les événements peuvent être retranscrits sous le terme de Nakba, bien que celui-ci ne fasse pas l'unanimité. Signifiant catastrophe, en arabe, Ilan Pappé juge que le terme renvoie à un type d'événement qui produit des victimes, mais n'a pas véritablement de responsable humain défini. Il pourrait faire penser à une tornade, une épidémie ou une famine. D'où la préférence de l'historien pour la formule nettoyage ethnique, qui peut ainsi s'enraciner comme un crime contre l'humanité où les auteurs sont définis, les héros de la guerre d'indépendance. 1948, et les Palestiniens. Le terme de Nakba a été employé par l'intellectuel syrien Constantin Zurek, dès 1948, pour parler du désastre arabe.
Son ouvrage, publié à Beyrouth en août 1948, s'intitule Mana al-Nakba, c'est-à-dire « Le sens de la catastrophe ». La Nakba représente, selon le sociologue palestinien Ahmad Sadi, la perte d'une terre, la désintégration d'une société, la frustration d'aspiration nationale et le point de départ d'un processus précipité de la destruction d'une culture. En 1948, les Palestiniens disparaissent des cartes. Dispersés aux quatre coins du Proche-Orient, ils deviennent des exilés expropriés de leurs biens. Face à l'impuissance des États arabes pour réparer le tort causé, ils vont entamer le début d'une longue marche en direction des pages de l'histoire. S'affirmer en tant que peuple palestinien, voire en tant que nation, et revendiquer une reconnaissance internationale, c'est sûrement la plus grande bataille qu'a menée et que mène encore le peuple palestinien. Une bataille pour la reconnaissance de son droit à être présent sur la terre de Palestine, et à posséder et récupérer une réalité historique collective. La Nakba est le second événement, après le partage de la Palestine, qui lie, par le droit international, les Juifs israéliens et les Palestiniens. Dès le 11 décembre 1948, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote la résolution 194A, demandant à Israël de faciliter le retour ou et l'indemnisation des réfugiés. Une résolution qui ne fut jamais appliquée au point d'être devenue un symbole identitaire. La réparation des conséquences de la Nakba est donc considérée par les Palestiniens comme la première étape indispensable vers la justice. La Nakba a partagé le peuple palestinien en trois groupes distincts: les réfugiés, les Palestiniens d'Israël et ceux des territoires occupés, dont la bande de Gaza. Néanmoins, elle demeure le seul point de connexion entre tous ces groupes, à savoir la date qui correspond à la perte de leur souveraineté sur la terre idéalisée de Palestine. Une date également, où l'honneur palestinien a été touché en plein cœur. 1948 est la date de l'Hijra, exil palestinien. Le début de la vie de victime. L'anthropologue américano-palestinienne Lila Abou-Lugod appelle à rompre avec ce traumatisme. Pour cela, il convient d'en finir avec la méconnaissance de l'histoire palestinienne, et de faire de chaque traumatisme personnel le ciment de l'identité palestinienne et de la mémoire collective. Sionisme et post-sionisme. Les travaux des nouveaux historiens ont bénéficié d'importants relais à l'échelle internationale. Il semble établi qu'à l'heure actuelle, aucune université sérieuse ne pense encore que les Palestiniens ont quitté leur terre de leur propre chef. Ces recherches sont également à l'origine d'un nouveau courant de pensée, dit post-sioniste, jugeant que le sionisme est une idéologie partiellement dépassée ou caduque. Ces historiens israéliens ont en fait apporté des preuves irréfutables de ce qu'affirmaient leurs collègues palestiniens depuis plusieurs décennies. Nous pouvons désigner 7 universitaires faisant partie de ce premier cercle précurseur, qui publie au carrefour des années 1980 et 1990. Boaz Evron, Sima Flapan, Benny Morris, Ilan Papé, Tom Segev, Avraham Avi Shlaim et Baruch Immerling. Loin d'être uniforme, la nouvelle histoire s'alimente et s'enrichit de confrontations et de débats d'idées. Le sionisme apparaît à la fin du XIXe siècle, pour désigner un ensemble de mouvements différents dont l'élément commun est le projet de donner à l'ensemble des Juifs du monde un centre spirituel, territorial ou étatique, en général localisé en Palestine. Le terme est prononcé pour la première fois par Nathan Birnbaum, lors d'une réunion à Vienne le 23 janvier 1892. Celui-ci devint par la suite, par orthodoxie religieuse, un farouche opposant au sionisme. Il est important de préciser qu'avant l'officialisation du sionisme comme projet politique, d'innombrables actes et publications, réunions et projets se sont succédés et des milliers de Juifs avaient déjà rejoint la Palestine. Des faits antérieurs à la publication le 15 février 1896, de l'ouvrage de Theodor Herzl, Der Judenstaat, l'État des Juifs, qui marque une étape importante de l'affirmation du sionisme comme projet politique. Le sionisme est une idéologie nationaliste née dans le contexte particulier de l'antisémitisme du XIXe siècle en Europe, censée trouver une solution urgente aux problèmes juifs. Les Juifs sont notamment persécutés en Russie avec les pogroms 1881, 1884, 1903, 1905 et 1906, et même en France où la Révolution leur a accordé l'égalité des droits, l'affaire Dreyfus témoigne de la fragilité de cette émancipation.
Theodor Herzl n'a aucun doute sur l'antisémitisme de la totalité des peuples où des Juifs résident, et ce, honteusement ou heureusement. L'essence du sionisme est une normalisation, normaliser à tout prix un peuple considéré comme anormal. La complexité de la définition du sionisme tient également à son extrême diversité. Parallèlement à l'Organisation sioniste mondiale, Chaim Weizmann a dirigé la fraction démocratique, tandis que les sionistes religieux se regroupaient dans l'association Mizrahi. En 1903, d'autres ont développé le sionisme dit général, d'inspiration laïque et bourgeoise. En 1921, lors du 12e congrès sioniste à Karlsbad en Tchécoslovaquie, 3 blocs s'affrontent, sionistes religieux, généraux et socialistes. Au cœur du conflit israélo-palestinien, le sionisme semble difficile à appréhender. Enzo Traversois remarque l'incapacité objective, où une approche verrait dans cette idéologie l'incarnation de la rédemption d'un peuple martyrisé par des siècles d'antisémitisme, une autre privilégiant l'épilogue d'une longue histoire de l'impérialisme et du colonialisme occidentaux. Il ne fait aucun doute que Theodor Herzl appartenait à la culture européenne, orientaliste et colonialiste. Néanmoins, le sionisme se distingue d'une idéologie coloniale classique. Les sionistes ne cherchaient pas à s'emparer d'un territoire pour piller ses ressources et exploiter sa population en guise de main-d'œuvre. Ils souhaitaient créer une société nationale juive à la place de la société autochtone. L'histoire du sionisme, conclut Traverso, fut celle d'un nationalisme et d'un colonialisme sui generis. Pour la philosophe germano-américaine Hannah Arendt, le sionisme était une contre-idéologie, la réponse adéquate à l'antisémitisme. Elle n'a cependant pas accepté la vision herzlienne du sionisme, jugeant l'homme cinglé, et lui reprochant de faire du principe d'un État juif le fondement du sionisme. Elle craignait que la conversion des Juifs en nation constituée engendre leur adoption des mêmes valeurs qui ont rendu possible leur exclusion à travers l'histoire, des valeurs imprégnées d'ethnicité. Si nous écoutons tout ce qui tourne autour du post-sionisme en Israël, nous pourrions en déduire depuis l'Europe que plus de la moitié du pays est effectivement post-sioniste. Si l'expulsion des Palestiniens n'est plus approuvée pour la sphère universitaire internationale, qu'en est-il de la société israélienne ? Les travaux des nouveaux historiens sont-ils parvenus à pénétrer leur société ? Ou sont-ils demeurés cantonnés à des débats fermés dans le champ intellectuel, réservés à une élite ? Les limites d'une étude de la société israélienne. Toutes les sociétés sont complexes. La volonté pour les comprendre, de regrouper les grandes lignes de leur pensée sous le terme d'opinion publique, n'est en fait qu'une vulgarisation sur laquelle aucune étude sérieuse ne peut se fonder. Il est impossible d'aborder la société israélienne par une seule et unique grille d'analyse. Il faut les multiplier, les entrecroiser, les confronter, si nous souhaitons obtenir un idéal type des plus objectifs possibles. Nous entendons ici par idéal type le concept sociologique défini par Max Weber, visant à bâtir un modèle d'un phénomène social, d'en dégager les idées motrices, dans l'objectif d'y étudier ses qualités intrinsèques. La société israélienne est complexe et profondément divisée. Elle est faite d'un croisement de mémoire, de culture et d'histoire. En hébreu, nous parlons de kurituk, c'est-à-dire d'un melting pot pour toutes les différentes identités juives. Une expression qui tendrait à oublier que 25% de la société israélienne n'est pas juive. L'image de l'Israélien semble avoir évolué dans le temps. Si en 1950 nous percevions le juif israélien comme un kibbutznika, aujourd'hui l'image du soldat au checkpoint domine. Ils furent peu à l'origine à croire au projet sioniste. Pourtant un État a bien été créé, regroupant des juifs du monde entier, pratiquement tous unis derrière une langue, un drapeau et des symboles. Le succès du sionisme est dû essentiellement à sa forte cohérence idéologique, sa capacité de mobilisation, sa reconnaissance internationale et sa concrétisation politique précoce. Il semble néanmoins que nous ne puissions pas parler de nation israélienne, mais plutôt d'Israël comme d'un État national lié à une nation juive définie sur une base ethno-culturelle. Nous pouvons distinguer 4 axes de différenciation démographique, juifs et arabes, juifs d'Asie, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, juifs religieux et non religieux, hommes et femmes. La société est constituée de multiples groupes, religieux variés, laïcs, orientaux, ashkénazesques, falachadés,
ancienne génération glorieuse, nouvelle génération de sabraz, nouveaux immigrés, habitants des villes occidentalisées, résidents défavorisés, kibbutznikim. Nous ne parlons pas d'une société israélienne, mais de sociétés israéliennes. La population de cet État a été multipliée par 10 entre 1948 et 2012. Si un tiers des Juifs israéliens sont nés dans le pays de parents eux-mêmes nés dans le pays, Israël dispose de la société contemporaine comptant le plus fort pourcentage d'individus nés à l'étranger. En 2011, 55,8% de la population est née sur place, dont 73% de la population juive. La société israélienne demeure dynamique et dispose d'une élite intellectuelle reconnue internationalement, notamment dans le domaine scientifique. C'est aussi une société qui a été façonnée dans l'idée de fuir un malheur, une oppression ou une grande pauvreté, en se sentant investie d'une mission et en conquérant un territoire tout en y effaçant l'autochtone. L'opinion israélienne est trop volatile pour que nous puissions dresser un constat général. Néanmoins, un élément est certain, la majorité des Israéliens sont sionistes. Marxistes antisionistes et partis arabes ne pèsent pas plus de 11 députés sur les 120 que compte la Knesset. La mémoire collective. La mémoire est, selon le sociologue français Maurice Halbwachs, une manière qu'ont les esprits de travailler ensemble dans une société. C'est en société que les individus parlent de leur mémoire et souhaitent la faire reconnaître. Il est en effet impossible de se rappeler, en dehors d'un groupe. La mémoire collective de la communauté est l'ensemble des personnalités, événements, mythes, symboles et valeurs, considérés comme les plus saillants de son passé, qu'il y a lieu d'entretenir et de transmettre afin que son identité soit préservée. La formation de la mémoire collective est le résultat d'un dialogue constant entre passé et présent, orienté vers le futur, dont l'objectif est d'éduquer la génération suivante des membres de la communauté. Pour les sionistes, 1900... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.